Salut à tous les terriens amoureux de la chose ludique, c'est encore Magna Magister en direct de la grande bibliothèque d'Alexandrie. Et aujourd'hui, je démarre également mon autre format qui est On dépoussière. Et donc, de la poussière, là je vais en retirer, puisque je vais vous parler d'un jeu qui est paru en 90, pas moins que ça. Et il s'agit d'un jeu que j'affectionne particulièrement, puisqu'il fait partie des tout premiers jeux que j'ai achetés dans ma carrière de MJ et qui m'a fait rêver pendant des années, qui me fait encore rêver et qui me permet de faire rêver d'autres gens, puisque je le maîtrise toujours et j'ai une campagne en cours. Il s'agit ni plus ni moins de Torg. Torg, qu'est-ce que c'est? Torg, c'est au départ une production vraiment un ovni au niveau, on va dire, du paysage ludique, fait par la firme très très connue de l'époque qui avait produit des jeux très connus, Western Game, ou WEG, qui au début de sa carrière a produit des jeux comme par exemple Ghostbusters, qui est beaucoup plus connu pour avoir produit Star Wars D6, qui est vraiment voilà, l'un des jeux mythiques avec lesquels j'ai commencé également. Et dans cette lignée, après avoir fait également d'autres jeux vraiment à succès ou décalés, voilà, ils ont par exemple produit Men in Black, voilà, bon, ils avaient fait Ghostbusters, donc ils pouvaient continuer sur la lancée, mais ils ont vraiment d'autres jeux très très bizarres qu'ils ont produits également. Je vous parlerai sûrement d'un autre, voilà, où on pouvait jouer justement un Américain qui résistait contre l'invasion soviétique dans son propre pays. Alors, comment il s'appelle déjà ce jeu Bon, j'arrive jamais à me souvenir du nom. Bon, c'est pas grave, je vous en reparlerai. Et donc, ils ont produit Torg. Torg, c'est un premier jeu à peu près sur tous les genres, ou du moins à tous les niveaux, et qui est donc sorti durant l'époque bénie, donc l'époque des années 90. Torg, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est un jeu de rôle multi-univers, où ni plus ni moins que le pitch de base, c'est la Terre est envahie par des dimensions parallèles qui nous veulent pas du bien, évidemment, et qui veulent en fait nous voler l'énergie des possibilités, cette énergie qui fait que notre réalité est ce qu'elle est. Voilà. On part donc du principe de base qu'il existe une infinité d'univers, ce qu'on appelle le cosmos, et donc des réalités, c'est-à-dire des univers parallèles qui dévient plus ou moins de ceux que l'on connaît par un événement qui ne s'est pas passé, on va dire, de la même manière. Je vous en reparlerai quand je vous ferai la description des divers univers. Torg, donc, c'est vraiment à l'époque une bombe. Il est sorti en début 90 en VO. Et mi-90, il était déjà traduit et disponible en français. Il n'était pas donné hein, à l'époque, voilà, mais la boîte était bien, bien remplie. Le jeu valait quelque chose comme dans les 300 euros la boîte. C'était 300 euros, 300 francs, excusez-moi. Et c'était vraiment pas donné. Voilà, donc. Et qu'est-ce qu'il y avait dans cette boîte? Donc là, je vais vous faire l'ouverture de la boîte française. Il y avait à l'époque donc un dé spécial aux couleurs de Torg, justement, aux couleurs de ce qu'on appelle les fragments d'éternité. Donc il était rouge et bleu, rouge veiné de bleu normalement. Il y avait des cartes, voilà. Donc ça c'était le dos des cartes, qui était pas fameux quand même, hein. C'était pas très joli, mais bon, vous verrez, celle en VO c'est encore pire. Les cartes en question qui servaient donc pour l'initiative, mais je ferai un peu plus en détail le système de jeu. D'un côté, les lignes d'initiative pour les combats, et de l'autre, ce qu'on appelle donc les cartes, on va dire, de la destinée, entre guillemets, pour justement les cartes drama, cartes action, pour, on va dire, les joueurs. Voilà. Et donc avec un effet de jeu. Là, par exemple, ici, c'est initiative. Donc ça permet justement de garder l'initiative si la carte qui a été dévoilée vous plaît. En dehors de cela, la boîte, je vire toutes les cartes parce qu'il y en avait quand même un sacré paquet. Il y avait donc le livre de base, voilà, tout beau, tout propre. Cette boîte elle est en parfait état hein, parce que je crois que des boîtes de Torg, c'est le jeu que j'ai sûrement racheté en le plus d'exemplaires. J'ai dû en racheter au moins 4 ou 5. Voilà, parce qu'elle avait un gros défaut, comme toute la gamme en français, c'est que les livres, la reliure était vraiment de mauvaise qualité. C'est devenu une légende, hein, tellement on sait que la qualité était abominable. Le livre du monde, qui décrivait donc les univers de base, donc les 6 univers de base, plus notre Terre, un petit peu. Le livre des aventures qui proposait le début en fait d'une campagne, donc avec le mythique scénario qu'on appelle la Terre immobile, qui place en fait le décor, par
vraiment de base de la campagne de Torg. Et il y avait déjà donc à l'époque, que je vous sorte le bon, les chroniques de Torg, j'en reparlerai aussi. Les chroniques, voilà, c'était un petit journal qui donnait plein de petits aides de jeu et idées pour justement suivre sa campagne. Voilà. Donc dans la boîte, il y avait d'autres choses hein, que j'ai mis dedans. Donc voilà, un écran tout beau tout neuf aussi. Hein. J'en avais acheté un vraiment neuf pour pouvoir en avoir un pour la collection. Cette boîte, c'est ma boîte de collect que je n'utilise pas. Justement, à cause des problèmes, on va dire, de reliure, je la garde intacte. Elle est juste ouverte. J'aurais dû la laisser dans un film plastique. Mais non, là, je l'ai laissée, on va dire, juste ouverte avec tout le matériel. Et je n'y touche pas parce que, ben, voilà, elle ne le mérite pas. Il vaut mieux la laisser, on va dire, le plus untouch possible pour éviter les problèmes. Donc ça, c'était la boîte de base, en français. En français, il y avait eu donc une partie de la gamme, on peut dire à peu près rien du tout, quand vous allez voir tout ce qu'il y avait eu après. Donc était sorti en tout premier donc la Terre Vivante, pareil, hein, il est en parfait état, je l'ai acheté neuf et je ne l'ai quasiment pas ouvert. L'Empire du Nil, je reviendrai dessus hein, quand je vous ferai la gamme en VO. La Cyberpapauté, Ale ou Hazel, ça dépend comment vous voulez le prononcer. Il y a plusieurs écoles. Le grimoire pratique de Pixo, donc voilà, grimoire de magie. Le Japon technologique, excellent aussi, excellent souvenir. Rorsch, voilà, pour les 6 univers de base. Et également était sorti en français la trilogie des reliques du pouvoir, donc avec la carte de la destinée, le calice des possibilités, voilà, et la cité éternelle. J'y reviendrai aussi, car c'est quand même des suppléments très mythiques que je vous propose là. Voilà, donc ça c'était la gamme en français. On n'en reparle plus. C'était juste pour vous montrer que ça existait. Si vous voulez le trouver encore en français, c'est possible. Ça commence à devenir cher parce que donc à l'époque, Descartes avait fait un déstockage. C'était à la fin des années 90, aux alentours de, je crois, 97, 98, hein, quelque chose comme ça. Ils avaient fait vraiment un très très gros déstockage de toute la gamme, avec en même temps Ars Magica, Maléfice. Enfin, il y avait eu énormément de choses qu'on pouvait acquérir à l'époque. Et donc, c'était possible d'acquérir toute la gamme vraiment à moindre prix. Maintenant, évidemment, vous allez la payer très cher. La boîte de base, si elle est en bon état, comptez une quarantaine d'euros, voire même plus, si le mec n'est pas trop méchant, et chaque supplément dans une vingtaine d'euros. Voilà. En misant sur le fait qu'il ne soit pas complètement foutu, parce que, comme je vous ai dit, la reliure, elle était vraiment à vomir. Donc, la boîte en VO. Donc, elle est d'un format un petit peu différent, hein, mais bon, au niveau de la couverture, c'est la même. Voilà, avec deux personnages mythiques des romans et même de l'univers, donc le père Bryce et Hashimara 2. Enfin, le docteur Hashimara 2. Oula. Je vais quand même pas lui piquer son titre à la pauvre. Et donc, voilà, les cartes. Vous voyez que le dos des cartes était encore plus horrible. C'est un orange comme ça, c'était quelque peu, voilà, ça donnait un peu envie de vomir. Mais bon, le principe était le même. Hein. Il y avait malgré tout le dos de la carte qui était identique avec la ligne d'action pour l'initiative et donc le côté carte pour les PJ, carte d'action. Voilà. Donc il y avait le livre de règles de la même manière. Voilà. Avec le même contenu. Hein. Là, il n'y a pas eu de. Vous verrez, il n'y a pas eu vraiment de différence au niveau de la version française, à part quelques petites choses. Le guide voilà, du monde et le guide des aventures. Alors, vous voyez que la couverture, donc en violet comme ça, DAV, c'était vraiment pas du plus bel effet. Il faut quand même le reconnaître. Plus donc évidemment aussi. Voilà le premier volume en anglais, donc de ce qu'ils appelaient donc les Chroniques de Torg en français, mais là c'est Infiniverse, évidemment. Voilà.
D'ailleurs, une des spécificités de Torg, justement, c'est ce fameux Infiniverse. Donc il y en a eu, je crois que c'est presque une cinquantaine de tomes du Infiniverse. Pourquoi? Parce que la première spécificité de Torg, qui en faisait un jeu aussi, on va dire, différent des autres, aussi différent de ses congénères, c'était que c'était un jeu à univers évolutif. Pour l'époque, c'était quand même déjà voilà, quelque chose, on va dire, qui n'était pas couru, quoi. Il n'y a que les univers d'ADD, on va dire, qui évoluaient avec les éditions, comme par exemple les Royaumes oubliés, etc. Mais là, Torg, lui, il avait la spécificité d'évoluer en fonction de ce que faisaient les joueurs à la table. Et oui, il proposait, purement et simplement, de jouer les scénarios officiels, de jouer même vos propres scénarios, de jouer les idées de scénarios qui étaient proposées dans les Infiniverse, dans les chroniques, et de renvoyer les résultats de vos propres tables par rapport au scénario qui avait été joué. Et eux, ils se proposaient d'intégrer, en fonction évidemment des pourcentages de réussite, voilà, des occurrences, ils se proposaient purement et simplement de faire évoluer le monde, et le monde évoluait par essai dans les Infiniverse. Je vous remontrerai, puisqu'il y a un supplément qui s'appelle justement Infiniverse. Il y a eu 3 tomes, jusqu'à la fin de la gamme, qui donc s'est terminée en 95, où donc ils proposaient à chaque fois l'univers qui évoluait, et même à travers les suppléments officiels, il y avait l'univers qui évoluait. Donc ils avaient leurs propres idées, mais ils intégraient également l'idée des joueurs, l'idée, on va dire, de ce que les MJ pouvaient faire à leur table. Et ça, franchement, c'était déjà un point comme ça, quoi. Extraordinairement intéressant. Deuxièmement, le système de jeu. Oui, le système de jeu de Torg est vraiment très particulier. Certains diraient, oh, c'est une usine à gaz, c'est n'importe quoi, on n'y comprend rien. Voilà. Oui, ça a été fait par des profs de maths, il faut quand même le reconnaître, des gens extrêmement malins, des gens extrêmement ingénieux, qui utilisaient donc des notions mathématiques, en particulier les fameuses tables logarithmiques. Et ces fameuses tables logarithmiques, ils en ont fait un outil de jeu extrêmement intéressant pour simuler, on va dire, pas mal de choses à l'intérieur de l'univers et du jeu. En particulier, tout simplement, comme Torg, ce n'est pas qu'un jeu multi-univers, c'est un jeu de héros. Et oui, car je vous ai dit, ouais, c'est un multi-univers et tout, il y a plein d'univers différents, ça se rencontre, c'est n'importe quoi. Non, il y a une cosmologie qui permet que tout ça tienne la route, et il y a un système de jeu qui permet justement de gérer toutes ces interactions. Et aussi le fait que, comme vous jouez un héros, vous jouez une personne vraiment particulière, qu'on appelle un chevalier des tempêtes, et un chevalier des tempêtes, lui, il a le pouvoir justement d'imposer sa réalité chez celle des autres, et d'utiliser ses propres règles, ses propres lois, ce qu'on appelle donc les lois du monde, pour justement faire son travail qui est de bouter l'envahisseur. De base, on peut s'attendre à ce que ce soit les terriens qui aillent botter les fesses, on va dire, des seigneurs, donc des pillards de possibilités, qui eux donc ont un pouvoir grâce à une machine qui leur vient donc de ce qu'on appelle une entité, on va dire un concept cosmique qu'on appelle l'innommable, leur ont donné un obscurificateur qui leur permet justement de voler l'énergie des possibilités, et en la volant, ils détruisent évidemment le monde en question. Et c'est leur but. Et le but, évidemment, c'est que le plus puissant d'entre eux, celui qui aura drainé le plus de monde, devienne donc le Torg. Voilà. C'est le nom qu'ils ont donné en fait à l'entité qui va émerger, on va dire, de cette guerre, qu'on appelle donc la guerre des réalités. Sachant que Torg, en fait, au départ, l'acronyme, c'était pas. Voilà, l'acronyme était le nom de code du jeu, entre guillemets, The Original Role Playing Game, Torg. Et en fait, c'est devenu le nom du jeu et également le nom, on va dire, de celui qui, normalement, est le méchant ultime de l'histoire. Le système de jeu, c'est simple, en fait. Vous avez donc un dé 20. C'est simple. Vous jetez votre dé 20. Vous avez le droit, si vous êtes chevalier des tempêtes, de relancer sur 10 et sur 20, donc c'est des jets ouverts, open. Et à partir du total que vous allez faire, en ayant évidemment dépensé des cartes, des possibilités qui vous donnent des relances, etc. C'est un jeu de héros, je vous dis, on peut aller vraiment très très loin. Et à partir de là, ça vous donne un bonus, et ce bonus s'ajoute à votre score de compétence qui va, on va dire, de 8 environ, si vous êtes vraiment pas terrible, jusqu'à, ça peut aller, il n'y a pas de limite, quoi, en fait, les seigneurs, ils ont des scores de compétences qui vont au-delà de 30, proche de 40. Ça peut arriver, mais c'est les entités évidemment les plus puissantes du jeu, donc c'est normal. Et donc,
À partir de là, on doit battre une difficulté. Plus la marge est bonne, évidemment, plus notre action est bien réussie. Si notre bonus est très grand, il va nous donner un bonus au score d'effet. Voilà. Et donc, par exemple, ça va s'ajouter aux dégâts, ou aux dégâts d'un sort, ou aux effets d'un sort. Si on veut, on va dire comment le score d'effet ou la marge peut s'appliquer. Voilà. Donc ça, c'est pour le système de base. Sauf que, comme je disais, il y a des tables logarithmiques. Les tables logarithmiques, elles permettent en fait de mesurer un peu tout dans le jeu. Alors ce système-là, il existait déjà avant, en fait. Il a été adapté pour Torg, mais il existe depuis le début des années 80, donc ça doit dater de 83 si mes souvenirs sont bons, enfin du moins la date de la 83-84, la première édition de DC Heroes, où en fait il y avait la première mouture de ce système avec des tables logarithmiques, puisqu'il fallait simuler, on va dire, des échelles de puissance énormes, de Batman et à Superman, ils sont quand même pas dans la même catégorie. Donc dans DC Heroes, ils avaient pensé à ça, et donc chaque niveau de l'échelle correspond à peu près à un palier au double, on va dire, enfin le suivant c'est le double. À peu près tous les 5 paliers on multiplie par 10. Voilà, c'est à peu près ça. Sur l'échelle, on va dire, de Torg. Ce qui veut dire que voilà, une personne qui, par exemple, c'est l'exemple de base, veut courir. Donc il a un score limite normalement qui est de 10 qui lui permet de faire 100 mètres par round. Bon, le mec il est déjà très fort, hein. Franchement il peut faire déjà les Jeux Olympiques, hein. Mais je vous ai dit, on est des héros. Et donc il peut essayer d'aller encore plus vite en se surpassant. Et donc on va dire, jouant avec cette table logarithmique, il va donc faire un jet de dés de course. Si sa marge est suffisante, il va avoir un bonus qui va lui permettre d'augmenter son score limite et d'aller jusqu'à 12. Et donc en un round, il va pouvoir faire un sprint de 250 mètres. Quoi. Voilà. S'il fait par exemple un plus de deux têtes, hein, je vous dis ça. Voilà, parce que la table, je la connais un petit peu pour l'avoir, on va dire, et traîner pendant des années. Donc voilà, ça c'est le système de jeu. Les tables logarithmiques, c'est vraiment les spécificités. Les cartes, donc évidemment aussi, c'est une des grosses spécificités. Donc là, la base c'est simple. Le MJ utilise les cartes, lui, pour définir qui a l'initiative. Les effets spéciaux. Il donne également ce qu'on appelle les actions approuvées. Action approuvée, ça veut dire que si la personne, le PJ, fait cette action, qu'il la réussisse ou pas, il va piocher une carte à la fin pour continuer, on va dire, à réalimenter sa main. Donc évidemment, ça va donner envie de faire cette action approuvée, qui peut être une attaque, une défense, et qui peut être aussi une intimidation, un sarcasme. On va plutôt jouer en fait pour que les combats soient un peu plus, on va dire, juste pas je t'attaque, tu te défends, je te contre, etc. Non, on va essayer de jouer un peu sur les interactions et essayer, voilà. Alors moi j'avoue que quand même je connais le jeu depuis 30 ans, ça marche pas super bien, hein. Donc voilà, les joueurs n'aiment pas trop faire quand même des interactions. Eux ce qu'ils veulent c'est des résultats, on va dire, probants. Donc, à part peut-être des ruses ou des manœuvres de temps en temps pour étourdir son ennemi ou alors lui jeter une poignée de sable dans la tête pour l'incapacité, etc. Il tente très très peu, on va dire, ce genre d'interaction. Mais bon, ça existe et le système le permet. Même si, bon, moi je trouve que à l'essai, ça ne marche pas forcément super bien. Voilà. Ça, donc, c'est pour les spécificités du système. Alors, après, le reste, hein, c'est des tables assez faciles. Hein, donc, en fonction, évidemment, du score d'effet, vous avez un score d'endurance. Et il y a une table qui dit combien de dégâts vous prenez. Si vous êtes Chevalier des Tempêtes, vous prenez moins de dégâts. Et en plus, vous avez la possibilité, avec des possibilités, c'est le cas de le dire, de réduire encore plus ces dégâts. Vous êtes quasiment intuable. Hein. Franchement, il faut être clair. Un Chevalier des Tempêtes qui meurt dans Torg, j'en ai rarement vu, quoi. Ça, j'ai dû en 20-30 ans de campagne, on va dire, même si c'était un peu morcelé, j'ai dû en voir peut-être 2 ou 3 mourir. Mais voilà, c'est portion congrue. Vous êtes vraiment des héros et vous allez jusqu'au bout. En tout cas, le système de la première édition permet ce genre de choses. Alors, à partir de là, il y a eu une autre édition qui est sortie quelques années après. Donc celle-là, elle doit dater justement, c'est ce qu'on appelle la 1.5. Et la 1.5, elle date donc de 2005. Donc 10 ans plus tard, 10 ans après l'arrêt de la gamme. Ils ont résumé en fait toute la boîte de base en un livret vraiment très pratique. Celui-là, si vous lisez l'anglais et que vous pouvez le trouver, il est vraiment excellent. Franchement, il y a tout dedans hein, pour débuter. Tout le minimum, voilà, qui correspond en fait au contenu de la boîte de base, sauf évidemment les cartes d'action. Ça, mais elles sont téléchargeables, elles sont trouvables hein, normalement. Donc c'est possible. Et toute la gamme a été rééditée en PDF et disponible sur Drive-Thru RPG. Voilà. Une petite pépite que je vous montre parce que voilà, il faut le faire. C'est ma version japonaise de Torg, donc je suis très très fier. Oui, il y a une version japonaise.
Et donc je l'ai acheté lors de mon voyage en 2018. Donc dedans il y a le bouquin de règles, le livre on va dire du monde et des aventures. Et il y a également les cartes qui sont insérées à l'intérieur du bouquin et les cartes d'action qui sont à détacher. Je ne les ai pas détachées évidemment. Je sais qu'il y a le reste de la gamme qui est disponible, hein. Toute la trilogie des reliques du pouvoir sont également disponibles, ainsi que pas mal comment ça s'appelle, des livres du monde qui sont également disponibles. Bah, les 6 de base, je crois, ont été édités à l'époque. Voilà. Donc, vous voyez ce que ça donne en japonais. C'est les mêmes illustrations, et ils en ont refait quand même pas mal. Je dis des bêtises. Ouais, il y a les illustrations, il y en a qui sont reprises, et il y en a qui sont toutes nouvelles, qui ont été refaites et qui sont simplement, mais magnifiques pour certaines, donc dans un style très manga évidemment, mais moi je les trouve vraiment jolies. Alors, ils ont refait les couvertures, hein. Donc là ça se voit dans un style beaucoup plus en adéquation avec le marché japonais. Bref, voilà. Donc évidemment je ne suis pas assez calé en japonais pour l'avoir lu, mais bon, je peux vous dire en tout cas que je suis content de l'avoir trouvé. Ils m'ont entendu hurler le jour où je l'ai vu, celui-là, dans les rayonnages de la boutique de GDR d'Akihabara, le Yellow Submarine. Si vous allez d'ailleurs au Japon, allez à Yellow Submarine, pas seulement, on va dire, pour les cartes, pour les jeux vidéo. Il y a un étage jeu de rôle et ils ont un rayon d'occasion qui est vraiment top du top de jeux japonais, mais aussi de jeux, on va dire, en VO, en anglais. Voilà, soit dit en passe. La gamme, donc, les 6 univers de base, et à cela se sont ajoutés d'autres univers. Vous voyez, la pile, elle est énorme. Voilà, ça c'est la pile de suppléments. Elle est abominablement lourde. Et donc je vais le passer par le menu. Alors, dans Land, la Terre vivante. Premier univers, donc univers, on va dire, préhistorique. Très basse technologie, très haut niveau spirituel, très bas niveau également social. Donc on est dans un univers tribal, très monde perdu, avec donc des dinosaures, des hommes lézards, qui ont une religion extrêmement étrange, mais très très bien décrite et très logique. C'est vraiment l'atout majeur de cet univers, que moi c'est pas celui que je préfère. Par contre on peut y faire des aventures vraiment très intéressantes. Y jouer on va dire de manière durable, je pense pas, mais j'ai joué quelques scénars à l'intérieur. On peut vraiment faire des aventures sur le thème, voilà, monde perdu, différence entre, on va dire, le monde moderne et le monde primitif. Les humains qui vont revenir au monde primitif, puisqu'ils vont être convertis à la religion et être transformés en fait selon cette réalité, puisque les humains normaux se transforment, les chevaliers des tempêtes eux résistent, et les humains normaux eux finissent par se transformer. Et donc voilà, si vous aimez Jurassic Park, je pense que c'est l'univers que vous affectionnerez particulièrement. Voilà, on peut y faire vraiment pas mal de choses, et surtout des choses très subtiles, parce qu'au niveau franchement on va dire de la manière dont est décrite la religion, ainsi que toutes ces, on va dire, ces conséquences, puisque c'est une religion de la vie, une religion où le vivant est très important, et où toutes les choses mortes, donc les objets manufacturés, sont refusés, sont, on va dire, maudits, enfin d'une certaine manière tabous. Et donc c'est vraiment super intéressant. Voilà, le premier. Le deuxième, l'un de mes préférés, voilà, l'Empire du Nil, The Empire. Donc voilà, un méchant qui tape les genoux, comme on dit, le pharaon Dr Moebius. Voilà, un des plus, sûrement des seigneurs les plus intéressants de la gamme. Franchement, son BG est génial. Son approche, franchement c'est super. Voilà, avec dedans donc de quoi jouer des aventures à Indiana Jones années 30, plus pulp que réellement super-héros, même s'il y a des super-héros. C'est vraiment super, avec donc le cadre égyptien évidemment, pour un petit côté un peu spirituel, mystique, donc la magie des mathématiques qui est décrite dedans, les sortilèges on va dire de miracles de la religion égyptienne, les super pouvoirs et surtout les fameuses règles de gadgets. Les gadgets, c'est un truc complètement cheaté dans la première édition, c'est quand même les gadgets. Ils sont durs à faire,
Ça dépend ce que vous voulez faire, mais ils sont durs à faire. Mais quand vous avez un gadget, franchement, vous êtes le roi du pétrole, le roi du monde. Ne s'y trompe pas, hein, ma femme, elle joue justement une magicienne de mathématiques qui en même temps fait donc ce qu'on appelle de la science étrange, donc il peut créer des gadgets. Et elle fait le café, la vaisselle, c'est affreux. Franchement, voilà, moi je vous le conseille. Cet univers, il est voilà, propice à l'aventure. Voilà, le monde en plus est décrit pour justement des aventures d'action trépidantes. Franchement, voilà, l'Empire du Nil, c'est génial. Le deuxième, mon deuxième préféré, parce qu'il faut être un peu chauvin, la cyberpapauté, de cyberpapacy. Voilà, donc la France, elle a été envahie par ça. Donc au départ c'était un pape, on va dire, plutôt rétrograde, obscurantiste et tout ce que vous voulez. Voilà, ou concrètement qui avait fait arrêter carrément le niveau technologique dans son monde à cause, on va dire, du dogme religieux. Et quand il est venu, bah, il s'est passé des choses, donc elles sont racontées, je ne vous les raconterai pas en détail, dans les romans de Torg. Alors les romans de Torg, je ne vous les montrerai pas parce que je ne les ai pas sous la main. Ils sont dans la bibliothèque, qui n'est pas au même étage. Et donc, il envahit la France et il se convertit purement et simplement à la cybernétique. Et il crée le réseau divin, qui est donc l'équivalent de la matrice, mais version un peu plus, on va dire, spirituelle, religieuse. Voilà. Et ça donne un mélange détonnant. Où donc, on va résister contre des religieux intégristes, vraiment voilà, cybernétisés, alors que nous, on est des pauvres résistants. Donc Paris, d'ailleurs, devient le symbole de la résistance, puisque la tour Eiffel nous protège, en fait, ce qu'on appelle un point inflexible dans Torg, des axiomes de la cyberpauvreté et permet à la résistance de s'organiser. Donc il y a un côté vraiment résistance seconde guerre mondiale qui est super intéressant. Et c'est vraiment génial. Et avec, évidemment, The Godnet. Alors, la différence, justement, c'est que en français, bah, les deux tomes ont été réunis en un. C'est ça. En plus, le supplément a été fait avec le concours de la traductrice de Torg, donc Anne Vétillard, que je salue d'ailleurs, qui a fait un travail admirable sur la traduction de la première édition. Franchement, c'était génial ce qu'elle a fait. Elle n'a pas fait qu'un travail de traduction, elle a fait aussi un travail d'adaptation, et ça, c'était vraiment très très bon. Elle a fait des choix, et ces choix, moi, je les trouve plutôt pas mal. Je reviendrai quand je reparlerai de Torg Eternity, de la nouvelle version française. Et donc, voilà, donc de quoi jouer des aventures dans la matrice, hein, comme dans tout jeu cyberpunk, avec donc comment y évoluer, les entités, les scénarios spécifiques. D'ailleurs, il y a des idées de scénarios, il y a des scénarios qui sont dedans. Voilà, c'est génial. Franchement, si vous aimez le cyberpunk, c'est dépaysant, c'est super. Hein, quelque chose de plus classique que j'aime moins, mais bon, voilà, ça reste quand même, ça fait partie du décorum. Ale ou Hazel, voilà, l'univers Medfan, très, on va dire, voilà, manichéen, ombre lumière, voilà, donc avec cette chéane de Dame Pellardinet, Angar Utorion, voilà, qui est ici, et donc Tolwyn Tancred, qui est un personnage très important des romans aussi. Donc c'est un monde Medfan très classique, hein, avec la magie, les nains. Sauf que là, au moins, c'est très intelligent, puisque en fait, la base de l'économie de ce monde, c'est justement un sort de magie, en fait. Ils ont un sort de magie qui est le maître étalon de leur monnaie, leur système monétaire, et je trouve ça super intelligent. Et donc, c'est un combat quand même de l'honneur contre la corruption, et donc, voilà, avec la magie en fond. Et justement, il y a un supplément, le grimoire pratique de Pixo, qui décrit, on va dire, plein de sorts. Par contre, c'est des sorts, évidemment, plus difficiles d'accès, normalement, pour les PJ, parce que c'est des sorts améliorés, largement augmentés pour certains, par rapport aux listes de base. Donc, à utiliser avec parcimonie, parce que sinon, vos joueurs, ils vont péter le plafond. La magie, elle est très très puissante, quand même, dans Torg. Faut pas rigoler avec ça. Ainsi que, donc, les règles dedans pour créer ses propres sorts. Donc, vous voyez, vous avez... Alors, je vous avoue, le système, il est un peu lourdingue, hein, pour créer ses sorts, surtout que c'est très très difficile. Comparé à un gadget, franchement, vous créerez rarement un sort. Vous pouvez même le faire à l'improvisation, mais alors là, normalement, si vous suivez les règles, votre PJ n'est pas couché. Donc, voilà, je pense qu'il faut un petit peu assouplir les choses et puis laisser les gens en faire quand ils ont, on va dire, les prérequis et faire les calculs, c'est quand même un peu fastidieux, comme dirait l'autre. Ensuite, un univers que j'affectionne beaucoup aussi, le Japon technologique Nippon Tech, avec un super seigneur également à sa tête, Kanawa, Yuki Kanawa de la corporation Kanawa. Donc là, c'est, on va dire, niveau technologique un petit peu supérieur au nôtre, actuel, même si on va y arriver. Hein. Avec des méga corpos, des ninjas,
une tradition, on va dire, qui est complètement bafouée. Ils viennent d'un monde, marketplace, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Voilà, c'est le triomphe du néolibéralisme extrême. Leur univers est complètement pollué. En fait, ils ont même des usines qui produisent de la pollution. C'est n'importe quoi. L'univers est vraiment génial, hein. Par contre, voilà, c'est cauchemardesque. Et donc, le but, tout simplement, c'est de faire donc des guerres économiques. Il y a un système à l'intérieur, d'ailleurs, pour faire des guerres économiques, pour créer sa propre corpo et essayer de démonter les autres. Voilà, c'est pas mal. Le système est bien fichu. Bon, après, je sais pas si ce sera vraiment votre orientation de jeu. Moi, je l'ai jamais utilisé comme tel, hein. Franchement, je dois le reconnaître. Mais c'est un univers, franchement, qui est super intéressant, avec également cette tradition japonaise qui est dedans. Comme je suis fan de culture japonaise, ça m'a parlé, déjà à l'époque. Évidemment, voilà, les arts martiaux, la spiritualité qui est complètement bafouée, donc voilà, le proche, on va dire, de la spiritualité shinto et bouddhiste. Franchement, c'est super génial. C'est un univers que j'affectionne beaucoup, qui fait partie vraiment des trois que j'adore, avec la cyberpapauté et l'Empire du Nez. Orochi, l'univers d'horreur. Donc là, dans la première édition, ils ont envahi l'Indonésie. Oui, c'est vrai que j'ai pas dit, mais Nippon Tech, je pense que vous avez compris qu'ils avaient envahi le Japon et l'Asie. Donc là, ils ont envahi l'Indonésie. Ambiance 19e, victorienne, gothique. Voilà, avec des monstres. Et là, franchement, c'est la peur. Il y a un système qui est fait, purement et simplement, pour faire de tout scénario, en fait, une lutte contre la peur et une enquête qui va permettre en fait de mettre hors d'état de nuire un monstre. Tout est vraiment basé là-dessus, le système est vraiment super intéressant. Et donc, petit à petit, on accumule des indices, et si on n'a pas accumulé ces indices, à la fin, le monstre, il va être beaucoup plus puissant, voire même peut-être intuable, parce qu'il faut trouver en fait le moyen de le tuer avec sa vraie mort, et donc faire une véritable enquête, comme pourrait le faire par exemple dans Helsing, ou voilà, dans Dracula, pour tuer Dracula, par exemple. On est vraiment dans cette ambiance-là. C'est super intéressant. Il y a en plus voilà, une dualité avec les Victoriens qui, eux, viennent évidemment pour sauver la Terre, mais concrètement, voilà, c'est des colonialistes de la pire espèce qui sont vraiment abominables. Franchement, c'est super intéressant. Par contre, c'est pas un monde où vous enverrez vos PJ très souvent parce que c'est la mort assurée, quoi. Franchement, voilà, c'est le monde le plus difficile à gérer pour le MJ parce que bon, il faut qu'il prépare un scénar vraiment particulier à chaque fois, scénar d'enquête. Et en plus pour les PJ, c'est cauchemardesque, quoi. Franchement, ça vaut pas le coup. Vous pouvez en faire un de temps en temps, histoire de, ou faire rencontrer des ennemis qui viennent d'Orochi, c'est beaucoup plus intéressant. Genre, vous mettez un petit vampire ou un loup-garou. Il peut y en avoir même en PJ, hein, des loups-garous ou des créatures garous. C'est généralement intéressant. Voilà, il y a des pouvoirs aussi intéressants. Des personnages peuvent venir de là. Des chasseurs de monstres, des médiums, des voyants, etc. C'est plutôt sympa, mais non, c'est franchement, voilà, si vous voulez tuer votre groupe de PJ, envoyez-les là-haut, ce sera vraiment, vous aurez fait la bonne pioche. Ensuite, Tarkhold, ah bah oui, mais il y en a 6, bah oui, bah là c'est les supplémentaires, bah oui, il y a eu 2 univers supplémentaires, enfin 2, voilà. Tarkhold, dans le background de base, ils devaient avoir envahi la Russie, mais ils ont foiré leur coup. Et ils reviennent, et ils sont pas contents, purement et simplement, donc en Californie, à Los Angeles, voilà. Alors que tout le reste est envahi un peu par la Terre vivante et et par le Japon technologique. Donc ça fait un mélange assez détonnant. Et donc voilà, qu'est-ce que c'est ? C'est des techno-démons, on va dire esclavagistes, donc qui ont purement et simplement asservi dans leur monde la race humaine, qui s'appelle la race, justement. Ils sont devenus des résistants, mais vraiment un peu à la manière de Terminator. On est vraiment là-dedans. Avec un système, on va dire, de hiérarchie extrêmement stricte, basée évidemment sur la loi du plus fort, sur la violence, la férocité, et eux, c'est des techno-démons, donc ce sont déjà des démons, donc ils peuvent faire de la magie, et en plus ils ont accès à la cybernétique. Et croyez-moi, bon, c'est des ennemis extrêmement puissants, à pas mettre, on va dire, non plus entre toutes les mains. C'est très intéressant, c'est une ambiance d'horreur aussi, évidemment aussi, mais basée plus sur la violence, sur quelque chose de cruel, de sanglant, de sauvage. C'est super intéressant, mais voilà, c'est des ennemis vraiment très puissants, donc il faut... D'ailleurs, ils ont prévu, hein, ils l'ont fait arriver dans la gamme beaucoup plus tard. Le supplément lui paraît... Parce que les fans, comment dire, ont hurlé en 92, hein, ils voulaient absolument que l'univers de Tarkhold revienne justement dans la gamme de Torg.
Mais bon, il y avait quand même des petites choses qui se passaient, hein. On sentait qu'ils étaient encore un peu là, par l'intermédiaire de quelques petites personnes. Mais bon, voilà, donc les fans ont tellement hurlé qu'ils l'ont eu, et donc ils ont retenté leur invasion, ils l'ont réussi, et ça fait l'objet d'ailleurs d'un comics. Alors là, le comics, je l'aime, et il est en haut de là, donc je pourrais peut-être vous le montrer, on verra, si j'ai le temps. Un dernier univers officiel, les Space Gods. Donc là, la sphère d'étoiles, Akashan, les Akashan ainsi que les races extraterrestres qui font partie de la sphère d'étoiles. Et ben en fait, ce supplément-là n'existe que parce que, on va dire, justement, les gens ont majoritairement réussi la campagne des reliques du pouvoir. Puisque le but de la campagne des reliques du pouvoir, c'est concrètement de les appeler pour qu'ils viennent à la rescousse nous aider. Sauf que bon, voilà, c'est plus, comment dire, un piège qu'autre chose, puisqu'ils arrivent déjà, voilà, et ils sont tous, de près ou de loin, contaminés par un virus qui est impossible à guérir. Et en plus, eux, ils sont gentils avec tout le monde, ils veulent la paix dans le monde, ils veulent, voilà, c'est affreux. Et donc, ils mettent pas, comment dire, on va dire, ils envahissent pas le monde pour le contrôler. Eux, ils plantent en fait des arbres à réalité qui permettent à plusieurs réalités de coexister. Et donc ils vont sauver tous les gens, on va dire, les possibles et imaginables, en leur offrant un abri, parce que certains envahisseurs sont pas du tout, on va dire, responsables de leur état d'envahisseur, ils veulent pas rentrer chez eux forcément, en plus, parce que chez eux, le monde n'est pas forcément terrible. Voilà, donc par exemple dans la campagne, la Terre vivante va s'effondrer, et ben, tous les Akashan vont en fait accueillir les réfugiés et leur faire des arbres qui vont leur permettre de continuer à subsister. Parce qu'évidemment, s'ils sont tous obligés voilà, de se transformer pour s'habituer à une autre réalité que la leur, parfois c'est pas possible. Quand on s'est déjà transformé une fois, une deuxième transformation, c'est la mort. Et oui, c'est pour ça justement. C'est le système en fait dans le jeu de l'espoir. Et ça, c'est un peu les gens de la Terre pure qui sont les spécialistes. C'est-à-dire que, oui, je vous dis, les PJ sont des héros, ils vont combattre, comment dire, les envahisseurs, mais comment ils font pour les faire partir? Eh bien, ils vont devoir raconter leurs exploits. C'est pour ça qu'il faut faire des exploits. Il faut faire ce qu'on appelle jouer des cartes gloire. Quand on fait par exemple un jet de dés de 60 ou plus, c'est possible, hein, croyez-moi, ça arrive. J'ai quand même fait un scénar il n'y a encore pas si longtemps, c'était dimanche dernier. Il y a eu dans le scénario 2 cartes gloire qui ont été jouées, hein. Donc croyez-moi, c'est possible. Et c'était tout à fait dans le ton, on va dire, des scènes et de l'action qui étaient menées. Voilà. Et donc quand on joue ces cartes gloire, on a la possibilité en fait de ce qu'on appelle planter une graine d'histoire qui va redonner l'espoir aux gens. Les gens, en fait, quand ils se sont transformés, ils se sont fait drainer leurs possibilités. Ils n'ont plus de possibilités, donc si jamais ils se retransforment, ils meurent parce qu'ils n'ont plus l'énergie des possibilités pour pouvoir se retransformer. Donc, il n'y a pas le choix. Il faut qu'il y ait des chevaliers des tempêtes qui leur redonnent l'espoir, qui leur racontent leurs exploits, et qui leur permettent d'avoir une petite étincelle de possibilités qui leur permettra de résister à justement une nouvelle transformation. Et donc après les chevaliers des tempêtes, une fois que les gens, comment dire, connaissent leurs exploits, qu'ils croient en leur héros, qu'ils ont redonné l'espoir, ils peuvent retirer en fait les bornes qui protègent en fait les royaumes des envahisseurs. Bah oui, ils envahissent pas, comment dire, au milieu de la pampa comme ça en disant ouais j'arrive, c'est bon. Non, ils bornent en fait leur royaume avec ce qu'on appelle des stellae. Je vous montrerai un schéma tout à l'heure dans la nouvelle version, ce sera plus facile. Et donc, ils ont après la capacité de pouvoir retirer ces stellae et donc de libérer la zone qui était couverte par le stellae. Enfin, le stella, si on veut. Voilà. Dans la première édition, ils appelaient ça un stellae, des stellae. Ils ne s'embêtaient pas avec le pluriel en latin. Voilà. Et donc, quand on retire ces bornes, on libère la zone et ça permet, on va dire, donc de libérer la terre des envahisseurs. Croyez-moi que c'est pas évident, parce qu'évidemment ils ont des systèmes pour se protéger de ce genre de choses. Et c'est. Voilà. Mais voilà, c'est le but ultime en fait du jeu. C'est une sorte de méta-jeu, en plus, on va dire, de gagner la guerre contre les seigneurs. C'est en fait de les chasser purement et simplement en détruisant leur royaume. Et pour ça, les PJ ils doivent faire leur métier de héros. Ils n'ont pas le choix.
Et donc, eux, ils arrivent et ils plantent des arbres, voilà, c'est ça que je voulais, là où je voulais en venir, qui eux créent des zones mixtes, et donc des arbres qui sont, oh bah y a rien de méchant, hein, voilà, on crée juste des zones mixtes qui sont pas du tout, voilà, ça pollue pas, c'est un arbre super joli, et tout le monde peut vivre dans la paix et l'harmonie. Et ben, croyez-moi, gérer, comment dire, avec ce genre de personnage, c'est pas évident pour les PJ, et il y en a, ils grincent des dents, hein, parce qu'ils se disent, ouais, certes, c'est pas mal, à la limite, voilà, ils sauvent des gens quand même, ils sauvent des vies qui sont pas forcément responsables, mais ça crée quand même pas mal de problèmes. Les petits univers supplémentaires, si je puis dire, de Land Below, alors là c'est en fait un univers commun qui a été créé entre la Terre vivante et l'Empire du Nil, qui en fait c'est purement et simplement la Terre creuse. Voilà. C'est un monde vraiment très sympathique, très monde perdu, c'est la Terre creuse. Il manque juste les nazis, quoi. Non mais c'est clair. C'est un univers très intéressant qu'on peut utiliser pour faire quelques aventures. Il a ses propres règles, ses propres lois. Voilà, c'est ce qu'on appelle c'est Meritica, c'est ça le nom de l'univers, si je ne m'abuse pas. Comment est-ce que j'ai oublié des syllabes? Voilà, Meretica. Voilà, c'est ça. C'est anecdotique, mais ça peut, comment dire, on va dire varier l'ordinaire. Ils ont décrit également l'univers d'où vient justement le pharaon Moebius, Terra, qui est donc notre Terre, mais version années 30, qui est très sympathique, hein, si vous voulez jouer vraiment dans l'ambiance pulp super-héros, c'est super sympa. Voilà. Mais pareil, c'est assez anecdotique, ça peut permet d'enrichir quand même si vous voulez jouer une campagne dans l'Empire du Nil. Il y a la description de la Terre pure à travers un volume qui s'appelle donc The Delphi Council. Voilà. Le Conseil de Delphes est l'organisation dans la première édition qui, on va dire, gère plus ou moins les crises déjà aux États-Unis, parce que bon, ils ont déjà fort à faire avec la Terre vivante, mais ils envoient comme tous les Américains, hein, ils envoient évidemment des agents un peu partout pour se renseigner sur la guerre des réalités, sur leurs ennemis, et essayer petit à petit, en plus de gérer la crise chez eux, et franchement, voilà, ils le font, mais voilà, c'est pas suivi de beaucoup d'effets. Et donc ils gèrent également des groupes, on va dire, de chevaliers des tempêtes qui eux vont aller faire des missions spécifiques. Et en même temps, donc, en plus donc, de vous offrir ce cadre de jeu là, ça vous offre également la description de la Terre pure, des zones qui n'ont pas été envahies et de ce qui s'y passe. Après, on arrive dans les suppléments un peu random. Alors là, Clerics Sourcebook, là-dedans, il y a tous les miracles en fait qui sont rassemblés. Là où il y avait un supplément avec tous les sorts, là c'est tous les miracles qui sont décrits par monde. C'est très clair. Et au moins ça résume tout parce que franchement, s'il faut aller chercher dans tous les suppléments, c'est pas évident. Après, ils ont fait 3 suppléments de ville. Voilà. Donc Los Angeles, Tokyo et Berlin. Donc, Los Angeles, ils décrivent Los Angeles envahi par les Tarkoldou. Hein, voilà. Donc, c'est pas top. Hein. Tokyo, donc ils nous décrivent un Tokyo donc, sous les axiomes du Japon technologique, même si dans la première édition, le Japon technologique, en fait, il n'est pas vu comme un envahisseur parce que personne ne sait qu'il a envahi, en fait. La variation est tellement subtile qu'on pense qu'en fait, il ne s'est rien passé. Et Berlin, qui est on va dire une occurrence d'événements un peu particuliers de l'univers, où donc en fait Berlin a été envahi à la fois par l'Empire du Nil et par Tarkon. Donc ça crée vraiment une cité voilà, avec des super-héros, des démons, des techno-démons qui font de la magie. Oh là là. C'est un véritable cafarnaum. Mais bon, moi je sais que je les ai jamais trop utilisés. J'ai pas eu besoin. Si, quand on a joué à Los Angeles, le supplément est utile, et quand on est évidemment... les Berlin, je l'ai jamais utilisé. Mais Tokyo, par contre, oui, peut être vraiment utile comme complément pour du Japon technologique. Alors, comme je vous le disais, les Infiniverse, donc 3 volumes. Le volume 1, le volume 2, le volume 3. Voilà. Donc, volume 3 qui clôt la gamme, hein, d'ailleurs, en plus d'un scénario. Donc là, on a toutes les évolutions des univers depuis la parution du jeu.
Et ce que les PJ ont fait, plus des idées supplémentaires. C'est un peu comme s'ils avaient fait, on va dire, les chroniques de Torg, mais en version papier, sauf que voilà, le matériel, ils en rajoutent en fait. C'est pas juste une réédition sous un seul volume des chroniques déjà parues. Non, non, c'est vraiment voilà, avec plein de matos, plein de choses, des dimensions de poche, vraiment, il y a énormément de matériel utilisable, ou pas, hein, c'est vous qui voyez, et qui vous permettent en fait de suivre l'évolution de l'univers au fil de la campagne. Et donc ça permettait, ces suppléments justement, de coller en fait à l'actualité du monde de Torg tel qu'il évoluait. Après, 3 suppléments, c'est des suppléments sur les monstres en fait. Donc vous en avez un sur Hale, les monstres d'Hale, les monstres d'Ororch et les monstres de Darkhold. Voilà, c'est des bestiaires, hein, donc pas d'un super grand intérêt, je dois avouer. Voilà, moi je les ai jamais trop utilisés, mais bon, je les ai puisque j'ai toute la gamme. Je voulais vraiment avoir tout ce qui était paru pour Torg et donc je les ai achetés. Mais bon, il n'y a rien de. Voilà, c'est utile sans plus. Chose un peu plus utile, mais bon, on ne sort pas tous les jours non plus. Il y a 3 suppléments sur l'équipement. Et oui. Et donc, sous couvert d'un catalogue de la société Kanawa, eh ben, il vous présente les armes personnelles, les armes lourdes et les véhicules. Voilà, c'est génial. Donc ça, pareil. Ce qui est bien, c'est qu'il vous présente en fait des armes pour tous les univers. Puisque oui, Kanawa est très malin. Et ils adaptent leur niveau technologique pour pouvoir vendre des armes à tout le monde. Franchement, ils sont pas bégueules. Hein. Non, non, c'est des malins. D'ailleurs, mes joueurs ont appris à les détester parce qu'ils en voyaient partout. Ils avaient l'impression qu'il y avait des Japonais partout qui conspiraient contre eux et ils en avaient ras-le-bol. Voilà, donc ils sont devenus un peu paranoïaques et vénères, à force. Donc, utile, mais bon, c'est pas non plus... voilà, il y a tout ce qu'il faut dans la boîte de base, en fait, en termes d'équipement, sauf que là, ils sont décrits et il y a une illustration en plus. Voilà, c'est plutôt intéressant. Le guide des Chevaliers des Tempêtes pour donc la guerre des possibilités. Donc là, c'est plein de petits ajouts en fait divers et variés pour vos Chevaliers des Tempêtes. Hein. Voilà, avec de nouvelles feuilles de perso, plein de petites choses en fait, du nouveau matériel. Comment utiliser leur capacité de Chevalier des Tempêtes, voilà, c'est plein de petites choses pour la création de personnages, voilà. Ils ont mis vraiment une compile. Moi, je sais que je ne l'ai jamais trop utilisé, c'est vraiment anecdotique. Le pendant, justement, pour le maître du jeu, qui est plus intéressant, je trouve. Donc, le guide des seigneurs, High Lords, c'est les seigneurs, les pillards de possibilités, pour la guerre des possibilités, justement. Et donc là, il y a dedans déjà une chose pas mal que je viens de revoir, c'est la timeline de Torg. Et il y a une description en fait pour chaque univers avec du matos supplémentaire en fait, des éléments de background supplémentaires. Voilà. Donc par exemple là ici, le pharaon Moebius, je trouve que l'illustration elle est plutôt sympa. Donc pour Hale également, avec toutes les évolutions, il y a même un scénario. Voilà. C'est plutôt sympa, il y a plein de petits, un peu ouais, du matos divers et variés. Plein de petites choses en plus, par exemple dans le chapitre sur la cyberpropreté, il y a de la cybernétique encore en plus, etc. C'est toujours intéressant. Un supplément sur, on va dire, des lieutenants des seigneurs, qu'on appelle donc les Ravagons. Voilà, eux, c'est purement et simplement un univers qui a été envahi et par le décharné, qui est donc le grand méchant, le autoproclamé Torg, alors qu'il ne l'est pas encore. Et donc, là, ces lieutenants ont décrit leur monde d'origine et leurs capacités spéciales. Voilà, on peut les jouer comme PJ, mais moi, franchement, je me méfierais. Hein. Vu leurs capacités, c'est quand même pas terrible, ils sont pas très gentils. Un supplément que j'aime beaucoup. Character Collection, donc c'est purement et simplement des feuilles de perso en fait, hein, il y en a 130 pages, des persos de joueurs qu'ils ont envoyés pour, on va dire, être édités dans le supplément, et c'est plutôt sympa. Voilà, il y a vraiment un peu de tout, hein. Il y a à boire et à manger, il y en a des très puissants, des très intéressants, des très bizarres. Ça peut servir en fait de PNJ Chevalier des Tempêtes intéressant. Vous voyez, par exemple,
un Edeinos transformé, qui adore comment dire New York, voilà, qui est devenu une star, qui s'appelle Skippy en plus, bravo. Et donc voilà, plein de petites choses très sympathiques, il y a des choses vraiment très originales et des choses très classiques. C'est un petit supplément rigolo pour avoir des PNJ ou même avoir des PJ, mais par contre ils sont un peu plus balèzes, hein. C'est pas des PJ de base. La fameuse trilogie des reliques du pouvoir, voilà, donc elle avait la mauvaise, la mauvaise, on va dire, mauvais goût de proposer un écran de jeu. Donc voilà, ça c'est l'écran de jeu de Torg de la première édition. C'est abominable, voilà. Donc des tableaux partout, des pubs et tout, c'est n'importe quoi. Le revers, voilà ce que ça donne. C'est un bleu délavé après le violet délavé. C'est vraiment pas du plus bel effet. Bon, le scénario, voilà, c'est pas des scénarios qui cassent des briques, hein. Ça a le don en fait de vous montrer comment fonctionne un scénar de Torg, la structure en acte, et de vous proposer en fait un véritable objectif. Mais sincèrement, moi je l'ai jamais joué dans sa version telle qu'elle a été écrite. Je l'ai largement modifié. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Donc le premier tome, vous avez donc à retrouver la carte de la destinée qui vous permettra ensuite voilà, de savoir où se trouve le calice, qui lui vous permettra d'aller dans la cité éternelle et donc d'utiliser le calice pour allumer le feu du signal qui appellera ou non les Akashan. Voilà, donc c'est à vous de décider et c'est là que on voit si les Space Ghosts débarquent ou pas. C'est vous qui décidez. Après, des suppléments. Voilà, alors là, ça c'est des suppléments. Voilà, après on arrive au scénario. Donc, les Cassandra Files. Donc là, c'est des idées de scénario en fait développées en une page, hein, tout simplement. Voilà, c'est pas mal, mais bon, voilà, il y a à boire et à manger. Queen's Wrath, c'est le même principe. Hein, c'est des idées de scénario dues à des rapports en fait à la reine Pellardine Dale. Voilà. Et Full Moon Draw, là c'est un supplément qui propose en fait, si mes souvenirs sont bons, normalement il propose plusieurs scénarios en fait. Voilà, dans chacun des univers. Voilà, c'est toujours bon à prendre. Ils ont refait la même chose après dans la suite de la gamme. Après, les scénarios. Alors là, les scénarios, il y en a pléthore. Je vais vous parler surtout de ceux que je connais et que j'ai joué. Silent Scream, voilà. Celui-là, je ne l'ai pas joué. C'est un scénario qui se passe en cyberpapoté. Idlord of Earth. Celui-là, il est intéressant. Moi, j'en ai fait quelque chose de pas mal. C'est purement et simplement un dégénéré complètement malade, maboule, qui se dit tiens, si jamais j'allais trouver mon obscurificateur et que je devenais seigneur. Voilà. Et donc, vous devez l'en empêcher. Et c'est plutôt pas mal fichu. Voilà, c'est vraiment pas mal. Le postulat de base est intéressant et ça donne une belle aventure. Operation Artel. Donc là, ça se passe en Californie, sous les axiomes de la Terre vivante. Et il y a les vilains agents de Kanawai qui font un vilain plan. Et il va falloir découvrir ce que c'est. Donc celui-là, je l'ai joué, je le dévoile pas. Il est plutôt sympathique. Jouer tel quel, c'est pas mal. Crucible of Pain. Alors celui-là, ce scénario-là, je ne l'ai pas joué. Et je crois qu'il doit se jouer probablement en cyberpapoté. Dans le réseau divin, d'après la couverture. City of Demons, donc là c'est chez Tarkold, c'est un scénario donc, qui doit se passer à Los Angeles. Le Temple of Rextalek, pardon. Celui-là je l'ai joué, pareil, c'est on va dire quelqu'un qui veut purement et simplement remplacer le seigneur de Terre Vivante. Il est pas mieux que l'autre, hein, donc voilà, faut l'en empêcher, hein, c'est une bonne idée. Le scénario est pas mal, je l'ai joué, il est plutôt intéressant. Central Valley Gate. Donc lui, c'est un scénario en Oroche que j'ai pas joué, je ne le connais pas. When Axiom Collide. Donc là, c'est un scénario qui se passe également aussi dans le réseau divin. Qui est plutôt, je sais pas en fait, celui-là je l'ai pas joué. Et donc après, les trois derniers je les ai joués puisque ça permet de jouer la fin de la campagne, donc The Gauntman Returns, le retour du décharné. Ben oui, le décharné, il a été un peu mis hors course pendant plusieurs années.
Les événements sont décrits dans les romans, hein, je ne spoile pas. Et donc ben, là il revient et il n'est pas content. Donc celui-là je l'ai joué. No Quarter Given qui est un peu la suite, où donc là le décharné, maintenant qu'il est revenu, c'est clair, voilà, il va pas se laisser faire. Et il va essayer de devenir Torg. Et enfin, War's End. Alors War's End, j'ai repris les éléments, mais je ne l'ai pas joué tel quel parce que c'est un peu foutraque. Il y a même des idées, c'est un peu nawak, faut quand même le reconnaître. Mais ça permet en fait de clore la campagne. Voilà. Ce que j'avais fait d'ailleurs quand je l'ai joué, donc cette campagne, c'est une campagne que j'ai jouée normalement aux alentours de 2008 jusqu'à 2010-2012 à peu près. Voilà, ça a été quand même une grosse campagne, hein, Torg. On a fait des choses plutôt pas mal. Donc voilà, ça c'est pour toute la gamme Torg, première édition. Après, 2017, financement participatif, et donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben ils ont fait une deuxième édition, entre guillemets, puisque l'autre hein, c'était la 1.5. Donc Torg Eternity. Voilà, moi j'ai souscrit tout de suite, sans voilà, oh Torg reviens, c'est affreux. Voilà, donc j'ai souscrit au livre de base, que voici, et j'avais pris également l'écran. Voilà. Donc là, il dépoussière complètement. Oui, je devrais quand même le retirer de son. L'écran en VO n'est vraiment pas joli, hein, donc en fait, voilà, je le montre, mais c'est vraiment pour la. Voilà, c'est la carte en fait du monde avec justement les structures en triangle qui indiquent l'endroit où sont placées les fameuses stellae. Voilà. Donc dans l'écran justement il y a le fameux écran et des personnages, enfin des archétypes de personnages pré-tirés, prêts à l'emploi pour pouvoir commencer à jouer. Alors moi j'étais super content, voilà, Torg, la licence s'est quand même perdue pendant pas mal de temps, puisque West End Game a disparu à la fin des années 90, et donc on savait pas trop un petit peu comment ça allait évoluer, et donc ils ont refait une nouvelle mouture, et ce qui est bien, c'est que purement et simplement, en fait, ils ont refait en le justifiant dans l'univers une nouvelle version. C'était facile. En fait, chaque table de jeu avait sa propre version de l'univers de base de Torg, qui était en fait une version différente, une réalité parallèle de celle des autres. Bah là, ils ont fait une réalité parallèle où la guerre des réalités ne s'est pas passée de la même manière que sur Terre pour nous. Et on reprend le même principe. Donc là, le background a été vraiment complètement dépoussiéré. Il y a très bonnes idées qui sont très en vogue, on va dire, par rapport à l'époque actuelle. Donc ça a été bien modernisé. Le système de jeu, c'est un peu on va dire, là où je mettrais un petit bémol. Ils l'ont simplifié, ils ont nerfé plein de choses, hein, faut quand même le reconnaître. Hein, voilà, les gadgets par exemple, voilà, c'est plus ce que c'était. La magie, pareil. Tout est en kit en fait, alors qu'avant le Chevalier des Tempêtes il avait ses pouvoirs mais de base. Là, il faut les acheter petit à petit avec l'expérience pour pouvoir essayer de faire la même chose. Je trouve ça un peu dommage. L'idée des tables logarithmiques, c'est expédié à la fin du bouquin, on va dire en quelques lignes, et c'est dommage aussi parce que c'était un super système, même si on l'utilise pas très souvent, il faut quand même le reconnaître. Ça faisait partie du jeu. Bon, ils ont gardé les cartes. Globalement, ils ont réduit le nombre d'attributs. Ils ont un peu réduit le nombre de compétences aussi parce qu'il y en avait quand même beaucoup. Le système, on va dire, de blessures est différent aussi, puisque là vous avez un nombre de blessures fixes, et donc en fonction du résultat que vous faites, ça inflige telle ou telle blessure. Bon, il y a toujours les points de choc, sur les points de fatigue en fait, qui, voilà, si ça égale votre endurance, alors là c'est plus votre endurance, c'est la force, puisque l'endurance a disparu, puisqu'ils ont réduit le nombre d'attributs, vous êtes inconscient, etc. Mais donc ils ont éliminé le résultat KO, qui était pourtant intéressant. Ça donnait des combats plus, on va dire, plus dynamiques, plus réalistes d'une certaine manière. Pardon. Donc voilà, gros dépoussiérage aussi sur le système sur lequel je suis pas fan. Je l'ai testé, hein, de toute façon, quand il est sorti, j'ai testé le nouveau système. J'ai pas été convaincu et du coup, après avoir testé pendant, je crois, 2 ans, au début quand j'ai refait une nouvelle campagne en utilisant ce background-là, et c'est donc dans ce background de Torg Eternity que je continue ma campagne, eh ben, je suis revenu en fait au système de la 1.5, enfin de la première version. Voilà. Mais en utilisant quand même encore les cartes de cette édition-là. Les cartes d'action qui ont un peu. Voilà. Au lieu d'avoir les cartes, on va dire pour les joueurs, et les cartes d'initiative du MJ
ensemble. Là, ils ont séparé en 2 tas. Et ils ont rajouté un truc très intéressant, mais qui est vraiment... ça passe ou ça casse, enfin ça fait n'importe quoi la table de jeu. C'est les cartes Cosme, qui sont aussi des pouvoirs particuliers. Soit c'est des, on va dire, des faiblesses, ou on va dire des crasses qui s'infligent, soit c'est des atouts qui vont se donner. Voilà. Et on tire à chaque fois une carte de Cosme pour chaque joueur. Et parfois on est obligé de la jouer, parfois on la joue dans une certaine situation, et ça peut épicer un peu le jeu, surtout s'il y a un joueur qui est vraiment, qui veut un petit peu embêter le groupe, si je puis dire. Il va pas se faire aimer parce que bon, il va donner des bonus à ses camarades, mais il va les foutre dans une merde noire. Torg, j'ai commencé la campagne en jouant les scénarios donc de Day One. En fait, c'est un scénario dans chaque cosme, donc là, il y a les mêmes cosmes, hein. Là, on va dire, ils sont tous quasi identiques. Tarkold, là, réussit son invasion de base. Et en plus, le Japon technologique devient Pan-Pacifica. Voilà, c'est tout, hein, sinon globalement ça reste la même chose, avec une histoire un peu différente pour les seigneurs, quand même. Voilà. Il y a juste que les Akasha ne sont pas encore là. Mais ils sont dans le BG, hein, je vais y revenir justement. Donc Day One, un scénario où concrètement c'est le premier jour de l'invasion dans chaque pays en fait qui va être envahi. J'en ai joué 2, 3 même. J'ai joué celui d'Ororch, j'ai joué celui donc, qui a été le début de la campagne pour les PJ, la vraie campagne. Avec des pré-tirés, j'ai joué celui en Russie, qui est génial. Franchement, si vous voulez faire peur à vos joueurs, jouez celui en Russie, c'est totalement dans le ton. Et je spoil pas, hein. Et également celui en France, qui est très sympathique aussi. Bon, même si on avait bien rigolé à l'époque parce qu'ils avaient donné des noms aux PNJ français. Je sais pas où ils avaient été chercher leurs prénoms français, mais à mon avis, il y avait eu un problème, hein. Ils les ont corrigés par la suite parce que c'était vraiment n'importe quoi. Un supplément, voilà, les Delphimations, donc voilà, qui est paru aussi avec le pledge de base. Alors là, je vous montre juste les bouquins, mais il y a eu à chaque fois des coffrets avec tous les bonus pour le livre de base et chaque cosme qui est paru à ce jour, c'est-à-dire jusqu'à, que je ne dise pas jusqu'à Ororch aujourd'hui, puisque c'est la dernière souscription en date, je les ai toutes faites. Et donc, il y avait énormément de bonus. Et donc là, l'un des bonus, c'était justement des scénarios, un scénario dans chaque cosme pour pouvoir jouer allègrement. Donc, est reparu déjà la Terre vivante, justement, avec à chaque fois, ils font paraître une campagne. Donc là, la voici, The God Box. Donc là, ça vient d'être financé sur Game on Tabletop pour paraître en français. Sur un peu, on va dire, un peu en retard. Hein. Mais bon, voilà quoi. Torg, ça reste tellement spécifique que... voilà, je sais pas si le jeu a réellement eu un succès en version Eternity en France, c'est assez dur à dire. Bon, en tout cas, les souscriptions ont l'air d'être financées, donc à mon avis, ça veut dire qu'il y a des gens quand même qui achètent. Après, est-ce qu'ils jouent? Ça, je ne sais pas. Je me pose la question. L'Empire du Nil, justement, avec sa campagne dédiée qui est donc les Feux de Ra, qui est pas mal. Franchement, Godbox, je ne l'ai pas encore fait jouer, mais parce que c'était pas dans ma priorité, on va dire dans ma timeline. Mais voilà, God of Ra, j'ai commencé à la jouer, je ne sais pas si je la terminerai. Parce que l'intrigue est vraiment très particulière et aussi spécifique à un temps de la chronologie du monde. Donc c'est un peu gênant parfois, faut dire. Là, j'ai la fenêtre pour jouer tel truc et j'ai préféré jouer autre chose. Le Hail, voilà, nouvelle version. La cyberpapauté. Voilà. Et le dernier en date qui est sorti en version papier, donc Tarkwood. Et donc je vais vous montrer. Alors, en français, j'ai pas pu m'en empêcher, j'ai quand même acheté le coffret de base de la version française. C'est utile quand même, hein, parce que l'illustration est pas mal, beaucoup mieux quand même que dans la VO. Et en plus, ça permet de ranger tout le matos. Donc, les fameuses cartes, voilà. Moi, je les ai plastifiées pour que ça soit plus facile et que mes joueurs qui ont toujours l'habitude d'avoir des doigts gras, voilà, ils puissent les manipuler sans risque avec donc les fameuses lignes d'action. Donc là, c'est ce qu'on appelle donc le drama deck, c'est pour l'initiative. Les cartes donc de la destinée, donc là, c'est les cartes à destination des joueurs.
C'est quasiment les mêmes, hein, façon que la version de la première édition, sauf que, comme je l'avais dit, ils ont divisé le deck en deux tas de cartes. Pour chaque univers, évidemment, ils font paraître des cartes de Cosme et des cartes drama supplémentaires qui sont spécifiques à l'univers. Donc là, j'ai réussi à choper celle sur l'Empire du Nil, la Terre Vivante et Tarkhold. Voilà, je les achetais pas avant avec la souscription, mais là, je les prends parce qu'après, c'est très très difficile à avoir. Tous les suppléments, en fait, si vous les avez pas pris pendant la souscription en VO, ils sont quasiment impossibles à trouver en version imprimée. Les dés de Torg, puisque il y a toujours le D20, voilà, aux couleurs donc des fragments d'éternité, et un D6 supplémentaire, qui est ce qu'on appelle le D bonus de dégâts, avec le 6 qui est remplacé par un infini, puisque c'est aussi open, qui s'utilise dans certaines situations. Comme je suis revenu en V1, j'en ai pas trop besoin. Des jetons pour les différents effets de jeu, voilà, si vous êtes pris par une certaine condition, voilà, les conditions sont indiquées par un petit jeton. Les fameuses cartes de Cosme, voilà, donc ça c'est celle de base. Donc on arrive au paquet d'actions français, bah, c'est le même, hein, de toute façon, voilà. La version française du livre de base, avec une illustration de couverture qui est quand même beaucoup plus jolie. Alors, justement un mot sur la traduction. Moi j'ai été assez dérouté puisque connaissant très bien la première version, voilà, il y a plein de termes qui ont changé et donc ça m'a un peu voilà, hérissé le poil pour pas dire plus. Pourtant le travail était vraiment bien fait, hein, je ne conteste pas. C'est juste que, et oui, pour des problèmes de droit, ils ne pouvaient pas reprendre le lexique de la première édition, donc ils ont retraduit certains termes et moi ça a du mal à passer. Voilà, c'est tout ce que je peux dire là-dessus. Par contre, l'écran de la version française, il déchire, beaucoup plus que celui de la VO. Donc j'ai été quand même très content de l'acheter. Voilà. Et c'est à peu près tout pour cette version-là. Voilà, donc là j'ai fait le tour. Eternity, donc eh ben, c'est le Torg que vous allez le trouver le plus facilement actuellement. Hein, il est dispo bah, voilà, sur à peu près toutes les boutiques et sur la boutique de Black Book, si vous voulez vous lancer. Donc le jeu reste très intéressant, hein. C'est juste que moi qui connais trop bien la première version, je n'y trouve pas mon compte. Mais je pense que vous pouvez malgré tout y trouver votre compte, vous, si vous êtes un nouveau joueur, que vous voulez tenter un multi-univers héroïque qui est extrêmement, et ça j'insiste sur le terme, extrêmement intéressant, extrêmement bien fichu, très cohérent, beaucoup plus qu'on ne peut le penser. On a l'impression que c'est n'importe quoi, que c'est un mélange... Non, c'est franchement, le jeu est très très bien fait, quoi. Franchement, sautez dessus si vous en avez l'occasion, que ce soit en VO ou en VF, ça vaut vraiment le coup. Voilà, en VO, vous aurez plus de matériel évidemment disponible. Bon, pour les trouver en PDF, c'est très facile. Par contre, pour les trouver en version papier, c'est un peu la galère. Mais bon, voilà. En tout cas, vous avez la possibilité de jouer des années. Moi, j'ai continué. Donc là, justement, je viens de terminer la trilogie des reliques du pouvoir en VO, puisqu'elle avait été débloquée pendant la campagne Dale, si mes souvenirs sont bons. Et donc ils ont débloqué la nouvelle version. La nouvelle version est pas mal, beaucoup mieux que la première. Bon, je l'ai modifié encore, hein, parce que voilà, je peux pas m'en empêcher, pour l'adapter un peu mieux, puisque j'ai repris justement cette campagne avec le système de la V1. Et donc, ça m'a permis de rejouer cette campagne mythique, où donc là, ils ont décidé de la même manière si oui ou non ils permettaient aux Akashan de venir dans le monde. Et on a terminé, comme je vous disais, dimanche dernier. Voilà, et ça a été un moment mythique, ils ont bien cru qu'ils allaient y passer plusieurs fois, mais on va dire on a eu un moment héroïque, voilà, sachant que évidemment j'ai écrit moi-même la fin, c'est-à-dire la cité éternelle, parce qu'ils ont trouvé la carte de la destinée, ça c'est les 5 premiers chapitres qui sont décrits dans la version dite Redux, voilà, elle s'appelle comme ça la version en VO, et il n'y avait pas la fin n'a pas encore été écrite, elle n'a pas été débloquée en fait, j'ai l'impression, ou ils l'ont pas, voilà, donc plutôt que d'attendre que ça soit, il fallait bien trouver un moyen, donc c'est moi qui ai bossé et c'est moi qui ai écrit la fin. Et donc là, ils ont passé à un stade supérieur, puisque ça fait déjà quand même 4 ans quasiment qu'on joue sur cette campagne, bon il y a eu quelques petites pauses, et donc là ils vont vraiment se
mesurer définitivement, puisqu'ils ont survécu, in extremis, mais ils ont survécu, et ils vont se mesurer justement au Seigneur et commencer à aller déterrer des Stellae et rebooter, on va dire, l'envahisseur chez lui. Voilà. Donc là, la campagne prend quand même une très bonne dimension, et donc ce jeu-là, vraiment, voilà, il permet de faire ça. Et c'est ça qui est intéressant. Voilà, bon bah, je pense que j'ai fait le tour, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous parler de Torg. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, vous pouvez aller sur le Discord ou même dans les commentaires de la vidéo pour justement me poser des questions sur le jeu, s'il y a des choses que vous n'avez pas pu comprendre ou que vous aimeriez que je précise. C'est un jeu que je connais très bien, donc je peux vous y répondre vraiment de manière sûre. Bon, après j'ai mon avis sur la question, hein. Voilà, vous savez très bien que je préfère la première édition, même si je continue à suivre la version Eternity pour le BG, qui est pour moi, on va dire, très intéressant. Voilà, et c'est pas impossible, hein, d'acheter, on va dire, la Eternity et de jouer quand même avec le système de la V1. Mais bon, là, je vous le conseillerais pas trop quand même si vous n'êtes pas, on va dire, un amoureux de la première édition. Voilà, prenez plutôt le système de Torg Eternity. Malgré tout, il tourne bien, hein, mais c'est pas ma tasse de thé. Moi, j'ai tellement connu quelque chose de plus héroïque, de mieux, voilà, de plus débridé, de plus, plus, que j'ai du mal, je me suis senti un peu étriqué quoi, dans ce système de Torg Eternity. Voilà, mais bon, c'est qu'un avis personnel. Donc voilà, bah, c'était Magna Magister pour donc la gamme Torg et Torg Eternity. Bonne journée et jouez bien!